Kofal, chirurgien ORL au cabinet médical Océane à Cambérène 1 à Dakar. Donc nous allons vous parler aujourd'hui d'une pathologie qui est une maladie de plus en plus fréquente dans notre environnement à Dakar, au Sénégal et en Afrique. Il s'agit de la rhinite allergique. Voilà, docteur, parle-nous qu'est-ce que la rhinite allergique? Donc la rhinite allergique, c'est une maladie symptomatique du nez déclenchée après une exposition allergénique par une inflammation des IgE médiés. Donc c'est une maladie qui est communément appelée ici sinusite. Mais en fait c'est une fausse appellation parce que la sinusite c'est une toute autre maladie. Donc elle est due à plusieurs allergènes qui peuvent se retrouver dans notre environnement et qui lorsqu'ils entrent en contact avec les muqueuses nasales déclenchent une série de symptômes. Et les manifestations? Et comment se manifeste-t-elle? Donc c'est une maladie qui se manifeste de la façon suivante. Lorsque la personne, il faudrait que ce soit une personne qui a été préalablement sensibilisée à certains allergènes. Les allergènes sont différents en fonction des personnes. Donc si la personne est exposée aux allergènes, elle peut présenter ce qu'on appelle un prurite nasal. Il s'agit de démangeaisons à l'intérieur du nez, de picotements, parfois de picotements également dans les yeux. Ça entraîne un larmoiement, un écoulement du nez, ce qu'on appelle une rhinorrhée séreuse, car au début les sécrétions sont très claires. Il y a également des éternuements en série, éternuements en salve, une congestion nasale, ce qui donne une obstruction nasale dont les patients se plaignent très souvent. On peut également avoir une tension ou une douleur au niveau des points sinusiens de Valeix. Il y a également chez certains patients une toux, également une altération du goût, de l'odorat et de l'acuité auditive. Cette dernière particularité, c'est surtout chez les enfants. Est-ce que la rhinite allergique est fréquente chez cette population? Oui, c'est une maladie qui est de plus en plus fréquente. La tendance actuelle confirme une augmentation incontestable de la fréquence de cette maladie depuis les 30 à 40 dernières années. Donc elle toucherait environ 25% de jeunes adultes selon une étude menée en Amérique du Nord. Dans ces pays, elle est considérée carrément comme un problème de santé publique. Mais dans notre contexte, elle représente environ 30 à 40% du motif de consultation. Et de plus, les symptômes de la rhinite allergique tendent à être de plus en plus marqués, prononcés qu'auparavant, d'après l'observation de plusieurs médecins. Quelles sont les causes de la rhinite allergique? Les principales causes de la rhinite allergique, ce sont les allergènes. Parce qu'en fait, la rhinite allergique, comme son nom l'indique, c'est une allergie, c'est une réaction allergique. Donc, il s'agit d'une altération de la réactivité immunitaire de l'hôte face à une substance étrangère, donc l'allergène. Donc, il arrive qu'au contact de cet antigène, le système immunitaire d'un organisme déclenche une réaction inadaptée, excessive et pathologique. Donc, une substance tout à fait inoffensive pour certaines personnes peut provoquer une réaction allergique pour une personne dite sensibilisée. Et comment peut-on faire le diagnostic? La prédisposition familiale, également appelée aussi atopie familiale, est un facteur aggravant. Donc, notamment ce qu'on appelle le terrain atopique. Je tiens à préciser qu'il existe deux types de rhinite allergique. D'abord la rhinite saisonnière, qui existe très peu chez nous parce qu'on n'a pas ces problèmes de printemps, de floraison. C'est appelé là-bas le rhume des foins. Chez nous, c'est plutôt la rhinite persistante, le deuxième type qui est retrouvé, ou rhinite apériodique. Donc, c'est une rhinite qui est entretenue par les allergènes constamment présents dans l'environnement de la personne. Et dans notre contexte, il s'agit le plus souvent des acariens, des pollens, les graminées, les poils d'animaux, plus souvent le chat, le chien, parfois également les plumes de volaille, les blattes, les cafards, les moisissures, l'alternaria, le cladosporidium, et surtout les parfums, les pesticides, les cosmétiques chez les femmes, la fumée de bois et également l'encens, qui est très utilisé dans nos maisons également ici. Donc, il y a également les allergies professionnelles pour les travailleurs du bois dans l'industrie chimique et pétrolière. Et comment fait-on le diagnostic de l'allergie, de la rhinite allergique? Donc, le diagnostic de la rhinite allergique est pratiquement fait à l'interrogatoire. Donc, lorsque vous interrogez votre malade et que vous recueillez les symptômes, vous pouvez déjà faire le diagnostic sans même examiner le malade. Donc, parce que lorsque le patient est vu
lorsqu'il n'est pas en période allergique, lorsqu'il n'est pas en crise allergique, l'examen physique est très pauvre. Ça veut dire que l'examen physique est souvent normal. Donc le diagnostic va être conforté ici par des tests allergologiques épicutanés. Mais dans notre contexte, on a très peu souvent recours à ces tests. Le diagnostic est également conforté par ce qu'on appelle la recherche des immunoglobulines E sanguines. C'est un test qui est fait ici, notamment à l'Institut Pasteur. On peut également faire ce qu'on appelle les tests de provocation nasale. Mais ça, dans notre contexte, c'est très difficile à faire. Et ce test-là, comment ça se fait? Pardon? Le test dont on parle là, comment est-ce que ça se fait? Donc les tests épicutanés, les tests allergologiques, il s'agit de prendre en fait les substances considérées comme des allergènes, une petite quantité de cette substance et de les mettre en contact avec la peau de l'individu. Et en fonction des réactions, au bout d'un certain temps, on a une réaction de la peau et ça veut dire que la personne est sensibilisée à ce produit. Ceci se fait par rapport à l'histamine, qui est le témoin. Est-ce que c'est une maladie grave, la rhinallergie? Non, ce n'est pas une maladie grave. Mais par contre, ces complications peuvent être graves. Donc, les symptômes sont habituellement légers. Ils peuvent être persistants, c'est vrai, ils peuvent nuire à la qualité de la vie de l'individu. La personne a l'impression d'être perpétuellement enrhumée, ce qui va entraîner un manque de sommeil, qui va entraîner de la fatigue. Et ceci va se répercuter à la fois dans la vie sociale, au niveau du rendement pour des enfants ou des adolescents à l'école, mais également au travail pour les adultes. Y a-t-il une population à risque? Oui, il existe ce qu'on peut appeler une population à risque, parce que l'hérédité semble jouer ici un rôle très important dans l'apparition des allergies, incluant évidemment la rhinite allergique. Donc si l'un des parents présente une allergie, le risque pour l'enfant de souffrir de rhinite allergique est d'environ 48%. Mais lorsque les deux parents sont allergiques, ce risque grimpe carrément à 78%. Donc, le plus important ici, c'est la notion d'atopie familiale. D'après certaines études, les hommes seraient également plus exposés que les femmes. D'autre part, il y a également l'exposition à la fumée de cigarettes, à la fois pour les fumeurs et leur environnement, ainsi que d'autres irritants des voies respiratoires, notamment la fumée de feu de foyer, les polluants intérieurs de l'air, comme le turail. Et comment peut-on prévenir cette maladie? Donc, la seule mesure préventive de base reconnue consiste à éviter le tabagisme et la fumée secondaire. Mais non, on ne peut pas la prévenir de façon complète parce qu'on ne peut pas maîtriser entièrement son environnement. Mais on peut réduire la fréquence et l'intensité des symptômes en réduisant l'exposition aux allergènes. Donc, notamment pour le pollen et les moisissures, il faut éviter les activités de plein air, les activités dans le champ, le sarclage, éviter les endroits où il y a de la floraison, assurer la ventilation intérieure des maisons, notamment, si possible, si on en a les moyens, grâce à un purificateur d'air. Il faut maintenir le taux d'humidité à moins de 50%. Ça veut dire que les maisons ne doivent pas être trop humides, parce que ça favorise le développement des moisissures. Pour ceux qui sont sensibilisés aux acariens, il faut laver fréquemment la literie, au minimum à 60 degrés. Il faut recouvrir le matelas d'une housse anti-acarien et utiliser des acaricides en aérosol, si on peut en disposer. Il faut également éviter les parfums, il faut éviter la pollution de l'air et la pollution environnante. Par exemple, dans la circulation, ça, je pense que c'est très difficile, à moins de porter un masque, ce qui serait une solution et ce qui se fait dans certaines villes. Donc, il faut également limiter les écarts de température, ça veut dire passer du chaud au froid ou l'inverse. Il faut également limiter les courants d'air dans les maisons. Dans ce cas, est-ce qu'on peut dire que cette maladie, on peut la traiter? Bien sûr qu'on peut traiter cette maladie. Déjà, on peut la prévenir et puis on peut la traiter. Le plus important, c'est de traiter les premiers symptômes pour éviter d'évoluer vers les complications. Donc, le premier traitement, comme je l'ai dit plus tôt, consiste à cesser l'exposition aux allergènes connus, ce qui est la première étape. La deuxième étape serait d'aller voir évidemment un médecin spécialisé en otorhinolaryngologie qui se chargera de prescrire des antihistaminiques qui vont bloquer la production d'histamine. C'est cette réaction qui entraîne les éternuements, les écoulements nasaux, bref, tout ce phénomène inflammatoire. Bon, les décongestionnants, on peut également en prescrire, mais il ne faut pas en abuser, car ils peuvent conduire à